Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture de ces derniers mois, on va dire. J'ai fait une petite sélection de ce que j'ai lu ces derniers temps, que ce soit du manga, du comics, etc. Dites moi aussi ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien aussi donner mes avis sur des films, sur des séries que je regarde, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'appellerai pas du coup ça un bilan lecture, mais comme j'ai dit, le commandant au rapport, tout simplement. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, comme je viens de le dire. Ça sera une petite vidéo de mes lectures manga. Il y a aussi du comics, il y a un peu de tout. Il y a du mainstream, il y a un peu plus niche, on va dire. Je ne sais pas quel est le vrai terme en vrai, mais bref, c'est pas grave. Il y a un peu de tout, c'est varié, c'est cool. N'hésitez pas à vous abonner, à déposer un commentaire et à mettre un like. Et on commence ça tout de suite. On commence ce bilan lecture par Les Liens du Sang, le tome 15. Alors, là, on s'approche de la fin de la série. Là, on est tome 15, et si je me souviens bien, il y a 17 tomes qui sont sortis au Japon. Là, on est dans un tome où il se passe pas mal de choses. Là, je vais vous montrer un petit peu. Là, on retrouve encore Seiichi qui a malheureusement encore ses démons dans sa tête, qui lui donnent des idées noires. Et il y a son passé qui revient tout le temps par rapport à sa mère. Et du coup, au niveau de la série, ça suit une certaine logique où vraiment sa mère a été une obsession pour lui, où ça ne lui a pas du tout fait du bien, c'était hyper malsain. Et il est dans une logique où pour lui c'est sa mère qui a gâché sa vie. Je vais attendre la fin de la série pour donner mon avis global sur tout ça. Du coup, on va suivre sa mère qui va essayer de renouveler un peu avec son fils et d'être un peu plus normal, on va dire. Enfin, elle est un peu bizarre la relation qu'ils ont tous les deux. Mais ce que j'ai surtout apprécié dans ce tome, c'est la deuxième partie du tome. On revient sur quelque chose qu'on attend depuis un bon petit moment. C'est le passé de la mère de Seiichi. Et du coup, à travers son parcours, on retrouve certaines choses qui font qu'on comprend un peu mieux sa personnalité d'aujourd'hui. Oui, je suis obligé de spoiler un petit peu, mais du coup, je vous préviens d'avance, il y aura pas mal de spoils dans cette vidéo. Sa mère a toujours été maltraitée, on va dire, dans le sens où ses parents ne l'ont pas aimé, on peut le dire ça comme ça, et que c'est sa sœur qui a pris tout l'amour de ses parents, on va dire. Je n'ai pas totalement compris les raisons de pourquoi elle n'était pas très aimée. On va suivre du coup son parcours depuis sa naissance jusqu'à qu'elle ait eu Seiichi. Et elle est passée par pas mal de phases, elle a eu ses rêves, elle a eu des objectifs. Il s'est passé pas mal de choses dans sa vie qui ont fait que elle est devenue comme ça. Elle n'a pas forcément rencontré les meilleures personnes dans sa vie pour bien l'aiguiller et faire ce qu'elle voulait exactement dans sa vie. Et ne serait-ce que sa belle-sœur avait des remarques assez particulières avec elle. Et du coup, la logique qu'a eu la mère de Seiichi, c'est mes parents m'ont fait du mal, ne m'ont pas vraiment aimé, mais moi, mon fils, je vais l'aimer. Mais du coup, ça a créé quelque chose d'assez malsain. Ouais, c'est un peu fermé aux autres et c'était assez particulier et du coup on le remarque au niveau de toute la série. J'espère en tout cas que les deux derniers tomes vont bien conclure la série pardon. Beaucoup de gens m'ont dit que ça se finissait bien et j'espère que c'est vrai. Mais au niveau de ce qui se passe actuellement, pour l'instant, je suis très satisfait. Les Liens du Sang, c'est une série à lire. Du coup, on se retrouve une prochaine fois pour parler de la suite. Là, on va se retrouver avec un sujet un peu particulier aussi. C'est le cadavre vivant de Ino. C'est chez IMHO. Le cadavre vivant en question ressemble à ça. L'histoire est simple. On va suivre un cadavre vivant, tout simplement. Non, je vais pas vous résumer à ça, mais en gros, quand on commence l'histoire, on est déjà avec le cadavre vivant où il y a certaines réflexions qui, moi, m'ont touché directement. Et je vais vous la lire carrément. Il dit directement dans la première page que son corps se putréfie, que sa chair pourrie se détache, ses os s'effritent, son âme brumeuse se disperse aux quatre vents. Il a conscience qu'il est en train de se décomposer. On va suivre du coup son parcours et son expérience assez spéciale. En gros, il va apparaître à un certain endroit. Au moment où il va se retrouver dans une ville, il n'aura pas du tout conscience de qui il est et de ce qu'il est. Mais dès qu'il va voir des gens, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Ces gens-là le voient et ont peur directement et s'enfuient. Et il sent aussi une odeur particulière et comprend que ça vient de lui. Et quand il va se voir au reflet d'une fenêtre, il va comprendre que ah merde, je suis un cadavre. Et du coup, on va suivre du coup son parcours en tant que cadavre vivant. Et il y aura du coup des médecins qui vont l'étudier, essayer de comprendre comment un événement aussi particulier puisse arriver, qu'un homme vivant soit en état de décomposition et en train de pourrir. En fait, vous voyez son corps, on voit des vers qui sortent un peu de son corps, il y a des trous, il y a son œil pardon, qui part en vrille, son corps est mort tout simplement. Du coup, c'est très touchant d'avoir la vision de quelqu'un qui est censé être mort parce qu'il cherche du coup qui il est, pourquoi il est comme ça et il veut être quelqu'un de normal tout simplement. Avoir les réflexions de ce protagoniste
qui est en train de mourir, qui est en train de souffrir et qui a des états d'esprit qui le font extrêmement peur, donne envie. Ça m'a un peu touché, vraiment de lire ce manga. Et ça m'a donné du coup envie de lire les autres titres de l'auteur. C'est Hideshi Ino. Le manga est chez IMHO. Et apparemment, il y a d'autres titres qui sont chez eux. Donc, je vais m'empresser de les tester. Si je dois un peu résumer tout ce qui s'est passé dans le tome, on suit un homme désespéré et qui va essayer de comprendre qui il est, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui lui est arrivé, et aussi voir l'impact qu'il peut avoir aux gens qui sont autour de lui, donc les médecins, les gens qui le voient dans la rue. Ne serait-ce que pour aller dans une bibliothèque, c'est compliqué pour lui. Parce que déjà, quand il marche, il y a des vers qui traînent de lui. Il a une odeur dégueulasse. Ça donne pas place à une vie normale. Il est mort, il ne peut pas vivre. C'est un excellent one shot, moi je vous le recommande tous. Et merci à une certaine personne pour la recommandation. On va maintenant passer à un service presse, et c'est le premier tome d'une série qui s'appelle Mémoire fantôme. Alors, cette série est un peu spéciale de mon côté. C'est une série en 3 tomes. Je m'attendais à quelque chose de très intéressant de mon côté, que j'allais énormément aimer. Au final, normal. 2 personnages qu'on voit sur la couverture ne me touchent pas du tout. Pourtant, ils ont chacun des chara-design plutôt sympathiques. Chacun de leurs 2 côtés ont des choses à raconter, mais c'est pas du tout eux qui m'ont touché, c'est plutôt la 3e personne qu'on va suivre et qui les accompagne, qui est bien plus humain, qui est bien plus touchant par rapport à ce qu'il est. On le voit au début comme quelqu'un qui est un raté et qui est un délinquant tout simplement. Plus on avance dans le tome et plus on va vraiment se dire que ce mec a vraiment un cœur qui est très gentil. Vu le destin qu'on va connaître de lui, malheureusement ça rend le tout encore plus touchant pour lui. Et je pense que je vais me faire la suite, les 3 tomes, mais c'est pas sûr. Et en fait, pour faire simple, par rapport à ce manga, on va suivre 2 personnes. Donc un qui s'appelle Tetsushi, c'est le sous-fifre qu'on voit juste ici. Je vous en parlais juste avant, c'est lui qui est très touchant. C'est un sous-fifre d'un yakuza. Et le yakuza en question, c'est lui. Et du coup, ils vont marcher dans la rue. Ils vont rencontrer une jeune fille. La jeune fille qui est juste ici. C'est la dernière fois que je vous montre un personnage sur la couverture. Et du coup, ils vont rencontrer cette jeune fille qui a oublié tout son passé, toute son enfance. Et elle déambule dans une petite ruelle, on se demande ce qu'elle fait là. Et en fait, à ce moment-là, le yakuza en question, qui a les cheveux mi-longs, va être possédé par un être. Et cet être-là va essayer de protéger cette fille-là. Il y a toute une intrigue paranormale, surnaturelle qui va se créer par rapport à tout ce que je viens de vous dire. C'est particulier. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi fantastique, surnaturel. Enfin, fantastique, c'est pas le bon terme. C'est plutôt surnaturel. Si je dois tout simplement vous donner mes points positifs, c'est l'histoire qui est en vrai bien travaillée. Les personnages sont sympathiques. Sans les 2 protagonistes que je vous ai montrés, ils m'ont pas plus touché que ça. Après, je pense que c'est juste ma vision à moi. Et sinon, au niveau des points négatifs, comme je vous ai dit, c'est les 2 personnages qui sont pas si ouf que ça. Je sais pas, ils m'ont pas trop intrigué en tout cas. Après, l'univers est quand même bien travaillé. Mais c'était un peu prévisible au niveau du scénario. Donc, j'espère que le tome 2 et 3 va me convaincre sur cette série. Alors, ça aussi, c'est un service presse. Du coup, c'est chez Meian, ça s'appelle Kakuemon. C'est par Shuo Sato. C'est l'auteur aussi de Blackjack, que vous pouvez retrouver chez Naban Édition. Il a fait un autre manga aussi, mais je n'ai plus le nom en tête, je suis désolé. J'ai beaucoup de positifs à dire sur ce manga, quand même un petit truc négatif, mais qui n'engage que moi. Pour Kakuemon, on va suivre ce jeune homme qui est juste ici. Son rêve est du coup de devenir mangaka. Pour cela, actuellement, il est assistant d'un mangaka. Un mangaka qui, selon lui, n'est pas très ouf en vrai. Enfin, il n'a pas trop de respect pour lui, mais en tout cas, il faut bien qu'il puisse gagner de l'expérience et gagner sa vie. Et il va retrouver ce monsieur. Et du coup, ce monsieur, c'est assez particulier. En fait, c'est son lui du futur qui va venir vers lui et il va lui dire qu'il devrait abandonner son rêve de devenir mangaka parce que c'est pas fait pour lui. Et il lui dit, si tu poursuis ton rêve de devenir mangaka, malheureusement, tu vas finir comme moi. Donc, un mec assez gros, calvitie, qui fait pas trop attention à lui et qui n'a pas réussi à atteindre son rêve de devenir mangaka. Au niveau de la construction du manga, c'est assez intéressant parce que on va voir ce vieux monsieur le conseiller sur sa vie, sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. Le jeune mangaka, l'assistant mangaka, pardon, il n'aura pas trop confiance en lui, mais il va comprendre que c'est réellement son lui du futur. Et du coup, tous les événements qu'il va faire, même les petits changements qu'il y aura par rapport à sa vie, vont avoir une répercussion sur sa vie future. Du coup, avec ce vieux monsieur, on va le voir physiquement qu'il y aura des changements. Il y aura un petit peu cet effet papillon qu'on retrouvera au fil du tome. Je vais résumer très vulgairement l'effet papillon. Désolé si je me trompe. Mais l'effet papillon, on part du principe que le moindre petit changement va créer une chaîne d'événements et qui peut considérablement changer le futur. C'est une théorie, on va dire, qui est liée à la théorie du chaos. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de manga. Pour faire simple,
le moindre petit changement que le jeune mangaka va faire aura des répercussions sur lui, donc le vieux monsieur. Et du coup, il pourra constater de lui-même s'il a pris la bonne décision ou pas. Au niveau du scénario, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai kiffé lire ce manga. Enfin, en tout cas, c'est le tome 1. Je sais pas, ça sera fini en combien de tomes. Est-ce qu'il y a marqué? Non, il n'y a pas marqué. Mais ce que je viens de voir, en tout cas, c'est aussi que l'auteur a fait Imuzaru, l'ange des mers, L'île des téméraires et Give My Regard to Blackjack. Ce manga, je ne sais pas, il sera fini en combien de tomes, c'est toujours en cours. Et le point négatif que je peux donner à ce manga, malheureusement, c'est le côté un peu érotique du truc. On voit de temps en temps ce genre de scène et ça ne sert pas du tout à l'histoire. J'ai l'impression qu'on montre ce genre de scène pour montrer ce genre de scène. Et ça, c'est le gros défaut de mon côté. Après, ça dépend des gens. Il y en a, ils n'ont aucun souci avec ça et chacun fait comme il veut. Mais moi, je suis obligé de prévenir sur ça parce que moi, je sais que je n'aime pas ça. Je sais que d'autres n'aiment pas ça. Donc, autant vous prévenir. Il y a beaucoup, enfin beaucoup, c'est un grand mot, mais il y a quelques scènes comme ça qui sont très explicites. Donc si vous lisez ce manga, faites attention et ne le donnez pas du tout à la main des enfants. Le manga reste cependant très intéressant, l'histoire est très bien, les dessins sont très beaux et en un seul tome, ça m'a surpris de voir autant d'événements. Il s'est passé énormément de choses. Si je dois résumer tout ce qui s'est passé, je pense qu'on peut passer un petit moment dessus. Intéressant, c'est bien travaillé, on voit que l'auteur sait où il veut aller. Pour l'instant, je stream la série, mais j'espère qu'on aura moins de scènes de sexe qu'on peut voir dans ce tome 1. Alors là, on va parler de mon chouchou de cette année. Je pense que de toutes les lectures que je vais faire cette année, ça sera quoi qu'il arrive dans mon top 3 parce que oh là là, j'ai tellement aimé. Bah déjà, je vous le montre avant d'en parler. C'est Blue Giant. Blue Giant, c'est incroyable, c'est trop aimé. Là, je suis à la dernière partie, c'est Blue Giant Explorer. J'avais pas la déterre de vous sortir tous les tomes, donc je vais juste sortir la dernière partie qui est en cours. Donc, je vais plutôt vous parler de la première partie du manga, donc Blue Giant. On suit Dai Miyamoto qui est un jeune lycéen. À ce moment-là, il est dans une équipe de basket et c'est le genre de mec qui se donne à fond dans tout ce qu'il fait. Et à cette même période, il veut faire de la musique et il veut faire du saxophone. C'est grâce à un de ses amis qui va se lancer dans ça. Et son grand frère va lui acheter son saxophone. Il va lui acheter un saxophone de qualité et Dai Miyamoto va se battre pour apprendre. Tous les jours, à l'extérieur, il fait de la musique tout le temps. Il s'entraîne, il touche un peu à tout et il va rencontrer quelqu'un qui va lui apprendre les vraies règles du saxophone. Et ça, c'est juste le début de l'histoire, à peu près ce qu'on voit dans le tome 1. Donc, on va dire que je vous spoil pas trop. Pour faire très simple, on va suivre l'ascension du plus grand jazzman du monde. Et franchement, c'est un manga qui mérite une vidéo complète dessus. Et je pense que je vais la faire à l'avenir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le genre de mec qui se donne à fond dans tout ce qu'il fait, qui a une très bonne énergie. Il va tout simplement faire ce qu'il aime. Il va pas passer par quatre chemins, parler à telle personne, faire ci, ça. Non, il a un objectif. Il regarde droit devant lui, il regarde que ça. Et c'est très bien. C'est exactement ce qu'on a envie de voir. Ça a beau être un manga de musique. Pendant les concerts, les moments où il joue de la musique, on ressent l'intensité du truc. C'est dur à expliquer, mais je ne sais pas si ça a été le cas pour certains d'entre vous. Mais moi, quand j'ai lu Slam Dunk, j'avais le cœur qui battait de ouf pendant les matchs de basket. J'étais aussi stressé que si c'était moi-même qui jouais sur le parquet au basket. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti en lisant Blue Giant. Même si on n'a pas forcément les musiques de jazz ou les musiques où il fait du saxophone, etc. Bah, on prend un grand plaisir à suivre les concerts, à suivre son ascension. Et il y a une manière de raconter qui donne envie de suivre la série. En gros, pour chaque tome, il y a un bonus track, on va dire. Si je me souviens bien, il s'appelle comme ça. Et en gros, pour faire simple, on suit quelqu'un qui a l'air d'interviewer les gens que Dai Miyamoto a rencontrés dans sa vie et qui ont une influence sur sa carrière de jazzman. C'est du coup un saut dans le temps où chacun va donner l'impression qu'il a de Dai Miyamoto. Et la manière de le faire, la manière de raconter tout ça, ça donne trop envie de connaître la suite. Et on sait qu'il va devenir un grand jazzman. On va juste découvrir comment il va le faire et on va suivre son parcours. Et ça, c'est super intéressant. Pour ceux qui sont intéressés, il y a le film Blue Giant qui est sorti au cinéma il y a quelques mois. Malheureusement, il n'est plus disponible actuellement. Mais vous pouvez sûrement le retrouver en Blu-ray ou même d'autres manières. Moi, j'ai vu le film. Dans la manière de découvrir Blue Giant, j'ai fait les 3 premiers tomes. Ça m'a suffi à aller voir le film. Le film, du coup, il fait toute la première partie. Il faut savoir que le film skip pas mal de choses du manga. Et aussi, la fin est un peu différente de la manière de faire. Si je peux vous donner quelque chose par rapport au film Blue Giant, c'est qu'il aurait pu s'appeler autrement. C'est un peu comme Slam Dunk ou le dernier film qui est sorti, The First Slam Dunk, où on suit qu'un seul match du manga. Là, c'est à peu près pareil. Là, je vous laisse un peu réfléchir sur tout ça. Je pense que ceux qui ont vu peuvent comprendre. Mais du coup, le film skip pas mal de choses par rapport au manga. Moi, je vous conseillerais, quoi qu'il arrive, de lire le manga et de regarder le film. Faites comme vous voulez. Moi, ça m'a suffi de faire les 3 premiers tomes, de regarder le film et ensuite de reprendre à partir du tome 4. En plus, j'ai pu voir certaines différences.
Et ce que j'ai aimé du coup, c'est que bah, j'avais les références et les musiques en tête quand je lisais la partie 1. Et ça, je trouve que c'est un plus qui est pas du tout négligeable. Les deux manières de faire sont très bien. Soit vous commencez par le manga et vous allez prendre un kiff, soit vous allez commencer par le film et reprendre par le manga. Mais quoi qu'il arrive, Blue Giant, c'est un excellent manga qui vaut le coup et je suis dégoûté de l'avoir ôté à Angoulême. Maintenant, on va passer à Jimbo Show Sisters chez Mangetsu. Je vous préviens direct, c'est un service presse et ça va pas du tout influencer mon avis sur le manga. On va suivre trois sœurs qui reprennent la librairie de leur grand-père. En fait, ça a été d'abord légué à leur père qui, lui, n'est pas du tout disponible pour s'occuper de la librairie ou au moins de faire quelque chose par rapport à ça. Du coup, il va la transmettre à leur fille. C'est l'une des trois qui va s'en occuper et du coup, c'est elle qui va s'en occuper. Et j'ai plus les prénoms en tête, donc comptez pas sur moi sur ça. Mais du coup, on va suivre ces sœurs-là dans le célèbre quartier de Shimbosho. C'est un quartier où on retrouve pas mal de librairies, bibliothèques, etc. apparemment. Je vous avoue, je peux pas donner trop de détails là-dessus, je me suis pas trop renseigné. Mais c'est un quartier où on retrouve pas mal de choses intéressantes et des livres rares apparemment. Il faut savoir que leur grand-père était un gros collectionneur de livres rares, avec des œuvres qui sont très recherchées. Et du coup, il y a plusieurs intrigues. Alors, il y en a une où il y a un des voisins libraires qui va essayer de retrouver un tome particulier dans leur librairie. Je ne vais pas donner plus de détails par rapport à ça. On va suivre le parcours des trois sœurs. Alors, la première qui a repris la librairie, qu'on voit juste ici, elle n'est pas forcément très renfermée, mais elle est plutôt chill dans son coin, etc. Elle avait arrêté son travail pour reprendre la librairie. Ensuite, on a la grande sœur qui subit une peine de cœur, qui est divorcée et qui travaille aussi pour subvenir aux besoins de ses sœurs. Et ensuite, on a la troisième sœur, la cadette. Je ne vais pas donner trop de détails là-dessus, mais elle est lycéenne. Elle découvre encore la vie. Et bah, vous allez voir, vous allez voir de vous-même ce qui se passe avec elle. Mais j'ai pas envie de vous spoiler, donc je dis rien. Il y a quelque chose qui m'a surpris en lisant ce tome, c'est que moi, en tout cas, j'ai dû prendre une pause pour lire ce tome parce qu'il y a beaucoup d'informations. En gros, ça a beau être un seul tome de 200 pages, j'ai eu l'impression de lire 2 tomes. L'histoire est très intéressante, il y a beaucoup d'intrigues, les dessins sont très beaux. Ça signe le retour de Kei Toumé dans les librairies françaises. Elle avait édité quelques titres auparavant en France. Jimbo Show Sisters, c'est le seul titre qu'on retrouve en France. Bah, moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir à lire ce manga. Je vais lire la suite, ça c'est sûr et certain. Sur Jimbo Show Sisters, du coup, on est un peu sur du tranche de vie, avec des intrigues et quelques petits mystères, on va dire. Entre, du coup, bah, les trois sœurs qui ont chacun leur tempérament, leur personnalité et chacune leurs problèmes. Vous pouvez passer un bon petit moment en lisant Jimbo Show Sisters. Alors, on continue avec Mibu Gishiden. Du coup, c'est mon manga préféré chez Mangetsu. En gros, j'avais mis en pause les tomes pour faire un enchaînement. Faut savoir que j'ai beaucoup de séries de mon côté que j'achète ou que j'empile et je me dis qu'un jour je vais lire tous les tomes. Par exemple, du Mouvement de la Terre, je pense qu'on peut le voir. Non, on ne le voit pas. Par exemple, le manga du Mouvement de la Terre, j'ai lu le tome 1, je sais qu'il sera fini en 8 tomes, j'ai mis en pause jusqu'à quasiment la fin de la série. Donc, quand le tome 7 sortira, je vais reprendre le manga, donc je vais reprendre du tome 2 au tome 7, et ça va me laisser le temps de lire le tome 8, qui est le dernier. Comme ça, j'aurai un bon enchaînement et j'aurai une mémoire bien, on va dire, vive, fraîche par rapport à ce manga et vous aussi vous proposer en vidéo. Bref, pour parler de Mibu Gishiden, c'est un manga préféré de chez Mangetsu. On va donc suivre le parcours de Kanishiro Yoshimura qu'on voit sous la couverture. Je ne sais pas si on le voit bien. Là, on voit peut-être un peu mieux. Yoshimura n'est pas forcément la personnalité la plus suivie, la plus connue du Shinsengumi, mais il était considéré comme l'un des plus grands, l'un des plus forts, tout simplement, du Shinsengumi. Pour ceux qui ne connaissent pas le Shinsengumi, c'était une célèbre milice qui était chargée de la protection de Kyoto à peu près à la fin de l'ère des Tokugawa. Et du coup, on va suivre Yoshimura qui avait déserté. Et dès le premier tome, on va lui demander de s'exécuter, de se tuer. Et du coup, on va suivre son parcours, on va essayer de voir pourquoi il a été exécuté, pourquoi on lui a demandé de faire ça, pourquoi il a déserté, pourquoi il a fui sa famille. Et je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais je vais plutôt me concentrer sur cette partie-là que j'ai lue. Alors le tome 4, je l'avais déjà lu, donc c'était on va dire une relecture pour me remettre dans le frais. Et du coup, comme vous pouvez peut-être le savoir, pour ceux qui suivent les vidéos, on va suivre du coup un jeune étudiant quelques décennies plus tard. C'est bien longtemps après la restauration de Meiji. Et du coup, il va faire des interviews, des témoignages de personnes qui ont connu du coup Kanishiro Yoshimura et qui étaient présents par exemple dans le Shinsengumi ou qui ont été un peu proches de tout ça. On va recevoir les témoignages de ces personnes-là, comment ils ont connu Yoshimura, qu'est-ce qui lui a inspiré. Et là, on va voir une certaine personne qui a été un des élèves de Yoshimura,
et qui est toujours en vie. Et il faut savoir que ce monsieur, bah, les gens veulent tout le temps l'interviewer, mais le jeune journaliste, le jeune étudiant qu'on va suivre est tellement dans l'écoute que ce monsieur va beaucoup se confier à ce jeune étudiant. On va apprendre pas mal de choses sur Yoshimura, sur le Shinsengumi, sur certaines batailles. Il y a une grosse bataille, je ne sais plus laquelle exactement, désolé, qui était vraiment désastreuse pour le Shinsengumi. Et Yoshimura, on l'a beaucoup découvert dans le dernier tome, et c'est vraiment là où je me suis dit, mais il est trop fort. En fait, pendant une bataille où tout le monde était en train de fuir cette bataille, bah, on a Yoshimura qui reste face aux ennemis. Je vais garder une très bonne image de Mibuki Shiden et j'espère que ça finit très bien. Après Mibuki Shiden en manga, logiquement, je vais faire le film When the Last Sword is Drawn. Excellente série. Je sais que je vais faire la suite et que c'est un manga que je vais garder. J'ai même l'artbook à côté. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, donc je vais pas le faire. Si ça continue comme ça jusqu'à la fin de la série, je sais que ça va être une série qui va rester dans ma mangatech et que je vais relire avec grand plaisir. Dernier manga de cette liste. Ensuite, on va partir sur la partie comics. On va finir du coup par un manga que je voulais lire depuis très longtemps. C'est un gros classique pour beaucoup de monde et j'espère que vous allez tous le lire. C'est Quartier Lointain. En plus, pour moi, c'est l'édition la plus belle. C'est du très grand format. On a directement la couverture qui prend toute la page. Enfin, toute la couverture. Il faut savoir que cette couverture-là, il y a des éditions où déjà le format du tome est bien plus petit. Et la couverture, on la voit à peine. Là, la couverture poursuit jusqu'à la 4e de couverture et je trouve ça trop bien. Là, on a une petite ficelle pour mettre du coup en mode marque-page. Voilà comment ça rend l'intérieur. Ça rend tellement bien. Je ne sais pas si on voit bien. En plus, au début, on a des pages couleurs. Et ouais, franchement, l'édition, ouais, je la trouve top. Pour vous parler un peu de l'histoire, on va suivre un homme qui est marié, qui a des enfants et qui est de retour de voyage d'affaires. Il a à peu près 40-50 ans, je ne sais plus exactement. Il est de retour de voyage d'affaires et du coup, il va prendre le train pour rentrer chez lui. Il aura un blackout où il va se réveiller dans un train et il va remarquer qu'il n'est pas du tout en direction de chez lui. En regardant un peu autour de lui, etc., il va se rendre compte qu'il est en direction de son village natal. Et ça faisait longtemps qu'il n'était pas allé là-bas. Du coup, il est en mode, vas-y, tranquille, on va y aller. Il va se retrouver dans ce village natal. Il faut savoir qu'il a une gueule de bois. Et du coup, il est un peu brouillon dans ce qu'il fait. Il va aller au cimetière pour se recueillir auprès de la tombe de sa mère. Il va se passer quelque chose de terrible. En fait, il va tomber dans les pommes. Et il y a eu un genre de secousse, je ne sais pas comment le décrire. Et quand il va se réveiller, il va se sentir bien plus léger, il a l'impression qu'il ne rentre pas du tout dans ses vêtements. Quand il va aller dans la ville, il va croiser quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis très longtemps et qui se dit mais comment ça fait il est aussi jeune? Et c'est là qu'il va regarder à la fenêtre et qu'il va voir qu'il a rajeuni. Ensuite il va regarder un peu autour de lui et il va se rendre compte qu'il est retourné en enfance. Déjà juste le passage où il rentre chez lui et qu'il voit ses parents, il voit sa grand-mère, il voit sa sœur bien plus jeune. Juste ce moment-là, ça va le faire pleurer. Et il va se rendre compte à quel point comment ça l'a manqué tout ça. Bah déjà, son père, il avait disparu. Sa mère, elle est censée être décédée. Sa grand-mère aussi. Et du coup, la forte émotion qu'il ressent à ce moment-là, mais contagieuse, on va dire. Moi, ce moment-là, il m'a fait pleurer. Franchement, j'ai trouvé ça trop touchant. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est qu'on ressent la même nostalgie que le personnage pendant l'histoire. J'avais l'impression de retomber en enfance, en adolescence comme lui, où il revoit ses passages à l'école, où il rigole encore avec ses amis, comme un adolescent. Et il n'a pas forcément conscience que ça va peut-être s'arrêter un jour. Il ne sait pas s'il va retourner dans son présent et il sait rien. Donc il va juste profiter de tout ça. Il aura une question qui s'est posée depuis très longtemps. Et du coup, il va essayer de comprendre pourquoi il s'est passé ça. C'est concernant son père qui avait disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Enfin, en tout cas, le protagoniste ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Il ne l'a jamais revu depuis qu'il a disparu de cette famille. Et s'est toujours demandé pourquoi il avait disparu. Il passait beaucoup de choses suite à cette disparition. La principale intrigue du coup de cette histoire, c'est qu'est-ce qui est arrivé à son père. Suite à cette interrogation, on va se demander pourquoi il a fui et comment le protagoniste va faire pour déceler tout ça. Les gens remarquent qu'il est bien plus mature que les autres, mais bon, vu que c'est un jeune garçon physiquement, on va pas se poser des questions, donc tranquille pour lui. On va suivre son parcours dans ce voyage de nostalgie, d'émotions fortes et aussi dans la quête de découvrir pourquoi son père a fait ça. Et avec cette nouvelle vision du passé, il va découvrir pas mal de choses. Il va poser des questions, par exemple à sa grand-mère, et se demander pourquoi, enfin tout simplement comment ses parents se sont rencontrés. Et il va apprendre beaucoup de choses sur lui, son passé, comment ses parents se sont rencontrés. Mais tout ce que je vous dis, c'est pas des spoils, mais franchement c'est un manga que j'ai grave kiffé. Franchement, j'ai trop envie d'en parler. Du coup, je vais faire très simple parce que ça fait un petit moment que je parle de tout ça. Quartier Lointain, c'est un excellent manga.
Le découpage est excellent, les décors sont magnifiques. Je peux comprendre que certains ne soient pas très fans des visages des personnages. Enfin, en tout cas, c'est ce que certains ont dit. Moi, j'ai kiffé, j'ai trouvé ça magnifique. Franchement, il y a très peu de choses négatives à dire sur ce manga. Moi, j'ai trouvé excellent. Moi, au moment où je l'ai lu, il était très tard le soir. Je l'ai lu, j'étais à fond dedans, j'étais concentré. Et j'étais tellement à fond dedans que je me suis dit, non, je vais mettre en pause et je vais plus savourer et je vais continuer demain. Ce manga est tellement bien qu'il a reçu le prix du meilleur scénario au Festival d'Angoulême 2003, prix Canal BD des librairies spécialisées 2003, prix de la meilleure BD adaptable au cinéma au Forum de Monaco 2004. Je ne sais pas du tout s'il y a un film dessus, et s'il y a un film, je vais tellement le regarder parce qu'il vaut vraiment le coup. De tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a pas mal de mangas intéressants en fonction de ce que vous aimez, que ce soit du historique, du tranche de vie, etc. Mais franchement, s'il y en a bien un que je dois vous recommander, c'est Quartier Lointain parce qu'il vaut totalement le coup. Cette édition est vraiment magnifique en plus. Et j'espère que cette vidéo va permettre à certains de le découvrir. J'ai failli oublier de vous parler d'une réception que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. C'est le kit presse de Nanpix. Du coup, je vais vous le montrer là. Il est magnifique. Dedans, on a les lunettes de soleil. Et du coup, vous avez Nanpix sur le côté. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, voilà. Nanpix. On a une boîte de pansement, pardon. Et du coup, aux couleurs des Nanpix. Vous avez quelques pansements dedans. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, quand vous recevez des tomes de maison d'édition, vous avez un dossier presse. Et généralement le dossier presse, soit c'est juste une feuille qui présente le manga avec les coordonnées de la maison d'édition, etc. Ou alors des fois ils font des visuels plutôt originaux et très intéressants et qui donnent envie. Et là c'est le cas pour Nanpix. Là c'est directement un visuel. Il y a celui-là. Et à l'arrière il y a celui-là. Voilà à quoi ressemble un dossier presse. Je vous cache les contacts. Et du coup, ça nous présente le manga en détail. Ça nous présente l'auteur. Et ça nous montre quelques planches. Et du coup, c'est très intéressant. Alors, on a aussi ça, qui représente Nanpix. On a aussi un t-shirt blanc avec Nanpix dessus. Du coup, c'est le protagoniste avec son père plus jeune. Je vais vous en parler dans juste après ça. Et du coup, logiquement, dans ce kit presse, il y a aussi le tome 1 de Nanpix. Nanpix, de quoi ça parle? On suit Gaku, qui a à peine 16 ans. Et il faut savoir que c'est un jeune, je dirais pas délinquant, mais il fout un peu la merde dans son école. Et dès sa première semaine, il est viré. Et il vit avec son père qui s'appelle Harumi. Harumi, il tient un restaurant. La dernière discussion qu'ils ont tous les deux, c'est une dispute sur le fait que son père lui dise « Je ne comprends pas pourquoi on se bat ». Là, ce que je vais dire, ce n'est pas du tout un spoil. C'est dès la première page du manga, on assiste aux funérailles de son père. Directement, Gaku dit « Ok, j'avais une mauvaise image de mon père et c'est là que j'ai compris que c'était quelqu'un d'important. C'est parce qu'il a vu énormément de monde présent à ses funérailles, en train de pleurer au bout du rouleau, etc. Ce qui est assez particulier, c'est de voir que tout le monde pleure la mort de son père, sauf lui. Et en fait, après, c'est pas ça forcément le propos du manga, mais du coup, je vais en penser un petit peu plus sur ce qui se passe. En gros, il va aller pêcher un certain soir, un soir du 18 avril, et là, il va être emporté par une force. Il va se dire, ouais, j'ai pêché une dinguerie là en fait. Il va tomber à l'eau, il va tomber dans les pommes, il ne va pas en mourir, mais quand il se réveille, il a été repêché par quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est lui. C'est lui, on comprend directement qui il est. Qui il est, c'est Harumi. Harumi, son père. Son père plus jeune, à son âge, donc à environ 16-17 ans. Du coup, il va péter un plomb, il est en mode, mais attends, qu'est-ce que je fous là? Il voit autour de lui qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à l'endroit où il était à la base, et qu'il y a quelqu'un qui est en train de pêcher et qui ressemble à son père. Et que quelqu'un l'appelle Harumi. Et du coup, il va se dire, attends, mais là, je viens de retourner dans le passé, là, en fait. Il va se faire passer pour quelqu'un d'amnésique, il va crécher chez son père, du coup, son père qui n'est pas encore père. On suit un peu le délire Furio, donc les guerres de gang, il y a beaucoup d'action. Il y a aussi beaucoup de drames familiaux par rapport à son père Harumi. Là, Gaku, il va revoir ses grands-parents qui sont censés être décédés, si je me souviens bien. Non, son grand-père est décédé et sa grand-mère est à Hawaï. Et il va aussi voir sa tante. Et j'ai oublié le terme exact, donc je vais vous mettre là tout de suite à l'écran. Qui est de cette manière-là, très bronzée, très flashy, etc. et très impulsive, alors que dans sa timeline à lui, en 2022, sa tante est d'une douceur. Il dit que c'est la femme la plus douce qu'il connaît. On va suivre son parcours à Gaku, où il va être accompagné de Harumi, et il n'a même pas envie de retourner dans le passé parce que
Là, il vit dans un monde où son père est vivant. Et c'est là, ce qui est cool, c'est qu'on va voir que Gaku a un peu plus de respect pour son père. On va suivre une intrigue particulière qui fait que si un certain événement ne se déroule pas, Gaku ne verra jamais le jour. Et ce qui est marrant par rapport à cette vidéo, c'est que ça reprend aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'effet papillon. C'est que les événements qui potentiellement pourraient se dérouler dans son passé aura forcément des répercussions sur le futur. Ça, on ne le sait pas vu qu'il ne retourne pas encore dans le futur. Enfin, je ne sais pas s'il retourne plus tard dans le futur. Il y a du mystère, il y a de l'intrigue, il y a de la baston, il y a des guerres de gang, il y a des drames familiaux. On a un peu de tout dans Nanpix. Et comme beaucoup de gens me l'ont dit, c'est un manga qui vaut le coup. Et dès ce premier tome, j'ai compris pourquoi. Moi, je suis la série jusqu'au bout, je pense, si c'est pas trop long. Là, il y a 10 tomes qui sont sortis au Japon. Le 10e vient à peine de sortir. Et pour beaucoup de gens, c'est du Tokyo Revengers en mieux, tout simplement. Et aussi, une chose importante que j'ai oublié de préciser, l'auteur du manga Nanpix est aussi l'auteur de Clover. C'est un Furio qui est sorti en 2007, qui est très apprécié par les fans de Furio, Underground, etc. On m'a montré un peu l'évolution des dessins dans ce qu'il y a dans Clover et Nanpix. Et ouais, l'évolution elle est dingue. Et très content d'avoir découvert Nanpix, ce tome 1. En principe, j'irai jusqu'au bout si la série n'est pas trop longue. Et bah, on stream fort. Maintenant, on va passer à la partie comics. Et je vais pas vous donner autant de détails qu'avec les autres mangas parce que je ne me connais pas beaucoup en comics. Je vais juste vous donner mes impressions et parler de mes découvertes de comics, pardon. À la Paris Fan Festival, il y avait du coup une grosse partie comics. Et il y avait Evan Kagel, qui est auteur sur Dawn Runner. C'est un comics qui va sortir cette année chez iComics. Du coup, à l'occasion d'une conférence de presse avec Sullivan Rouault, Evan Kagel, il y avait le comité des comics et il y avait une autre personne dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Et il nous avait donné des issues du chapitre 1 en noir et blanc. Je vais vous le montrer un petit peu. Il ressemble à peu près à ça. On a pu faire une dédicace aussi, c'était très cool. Je vous avoue que ce premier chapitre, je ne savais pas trop quoi en penser. Enfin, déjà, je vais vous présenter un peu l'univers. Il y a environ un siècle, des monstres sont apparus sur Terre. Et il y a eu apparemment un portail qui s'est ouvert en Amérique centrale. Et depuis, ces monstres géants ont dévasté la Terre. Et bien sûr, il y a des résistants, il y a des gens qui se sont battus contre ça. Il y a des mechas qui vont se battre contre du coup ces monstres-là. Comment on nous présente ces gens qui se battent contre ces monstres-là? On les voit bien sûr comme des héros, mais les gens qui se battent contre ces monstres, j'ai l'impression que pour certains c'est juste du sport. Après c'est juste ma vision à moi, mais ça m'a paru un peu bizarre de voir ça comme ça. On va suivre du coup Anita Mar, et apparemment c'est la meilleure pilote d'Iron Kings. Iron Kings, du coup, c'est les mechas, c'est les robots géants qui sont utilisés par les humains dans leur lutte contre les Tetza. Les Tetza, c'est les monstres géants. Et du coup, sa vie bascule lorsque l'on lui propose de tester un tout nouveau prototype révolutionnaire. L'apparition est en octobre, il y aura une version en noir et blanc, il y aura une version en couleur, et je pense que je vais me laisser tenter par la version en couleur. Alors, dernier comics, et aussi dernier bouquin, tout simplement, de cette vidéo, c'est Cher Détective. Alors, je vous fais défiler à la couverture, je la trouve trop belle. Alors. Et il n'y a pas que ça. La quatrième de couverture est aussi magnifique. C'est tellement beau. Comme vous l'aurez compris, on va suivre Batman dans ce comics. Moi, j'avais l'impression de suivre un genre d'un artbook avec des petites lettres. En gros, pour faire simple, il y a un ennemi qui a laissé des lettres à Batman. Je vais vous en lire une. Ah non, c'est faux, c'est archi long les lettres, donc je ne vais pas du tout vous les lire. Je vais juste vous les montrer à l'écran. Alors, ça ressemble à peu près à ça. Enfin, ça ressemble à ça tout court. En gros, il y a une lettre, on la lit, et ensuite, pendant quelques pages, on aura des visuels. Et les dessins sont magnifiques. Bon, là, avec les lights, on voit peut-être un peu mal. Là, du coup, on a une nouvelle lettre. Et voilà, du coup, un peu on va dire le schéma scénaristique. On a une lettre. Ensuite, on nous montre quelques dessins. Et ensuite, on reprend avec une nouvelle lettre jusqu'à la fin du tome. Le tome est assez fin. Et c'est ça qui m'avait un peu freiné pour l'achat de ce tome. Mais il y a une promotion pendant le Batman Day, si je me souviens bien, où c'était chez Excalibur Manga. Pour le Batman Day, on avait une offre où c'était la version de Batman... je ne sais plus c'était quelle édition, désolé. Et du coup, pour l'achat de quelques comics d'une certaine collection, on avait du coup un Batman offert et un autre comics offert. Et du coup, moi, je suis en mode, bon, c'est rare que j'achète des comics.
et il y a une offre comme celle-ci, donc ça vaut le coup de la prendre. À cette occasion-là, pardon, que j'ai pris Charge Détective, que j'ai trouvé excellent. Peut-être que j'abuse un peu en vrai. En fait, ce qui m'a paru excellent, c'est les dessins. Du coup, c'est Lee Bermejo qui s'occupe du scénario, du dessin, de la couleur. Et c'est ça qui me surprend du coup avec le comics. C'est à quel point les couleurs, enfin, subliment vraiment les dessins. Bah, je vais vous en montrer une par exemple. Celle-ci. Je la trouve tellement belle. Encore, celle-ci est obligatoire de vous la montrer. La maîtrise des couleurs, les lumières, etc. Je trouve ça vraiment, mais vraiment incroyable. Il faut savoir que quand j'ai acheté Charge Détective, je m'attendais pas à ce type de scénario. Je m'attendais à quelque chose de pas forcément plus travaillé, mais quelque chose de bien plus clair au niveau du scénario. J'ai dû réfléchir et discuter avec certaines personnes pour mieux comprendre ce qui s'est passé vraiment dans ce comics. Et en vrai, c'est super intéressant. Mais c'est vraiment les dessins qui m'ont motivé. La couverture, déjà, je la trouvais magnifique. C'est les dessins qui m'ont convaincu en me disant, ok, Charge Détective, magnifique, incroyable, il vaut le coup. Le bilan lecture est terminé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi un peu vos retours sur cette vidéo. Il faut savoir que mes bilans lecture que je fais, c'est au feeling. J'ai pas du tout de texte ou quoi. En fait, chacune des lectures que j'ai, je me renseigne sur ce qu'il y a autour, sur le manga, un peu l'auteur, etc. Donc là, je suis allé au feeling, j'ai dit tout simplement ce que je pensais directement devant la caméra, comme si je parlais à un pote, tout simplement. Dites-moi si vous voulez quelque chose d'un peu plus travaillé, un peu plus détaillé, si vous voulez que je raconte moins ma vie, si vous voulez que je parle un peu plus. C'est à peu près ce que j'ai lu ces derniers temps, il y a des choses que j'ai un peu zappées, parce que sinon ça a fait bien trop long. Je voulais vous demander aussi quelles sont vos lectures du moment, qu'est-ce que vous recommandez. Et moi, je suis toujours curieux de découvrir de nouvelles choses. Par exemple, le cadavre vivant que je vous ai présenté, c'est pas du tout dans mes habitudes de lecture. Je serais bien content de découvrir des titres comme ça. Donc, si vous en avez à recommander, c'est avec grand plaisir. Là, j'ai fait à peu près tous mes projets de vidéo, on va dire. Là, j'aimerais... Je vous dis rien. Je suis ouf, je vais pas vous dire. J'ai 2-3 mangas que j'aimerais faire en vidéo. Aussi en juillet, je vous ferai forcément un vlog sur la Japan Expo si j'ai le temps. Avec la commanderie, peut-être qu'on aura des choses de prévues. Donc ça se trouve, je n'aurai pas forcément le temps de vous faire un vlog. Mais si je le peux, logiquement, je vous le fais et ça serait avec plaisir. N'hésitez pas à me donner des recommandations ou vos lectures du moment en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos retours. Déposez un like. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ça sera une bonne série de vidéos. Que je vais continuer comme ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça a été un grand plaisir et salam.